Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de lundi soir et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Catherine Cocchio. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors tu es professeur en littérature comparée à Paris Diderot et tu as affronté un certain nombre, par l'écriture et par la pensée, un certain nombre de drames contemporains, en particulier le génocide rwandais en 1994, le massacre de l'enclave musulmane de Srebrenica en juillet 95 et puis depuis le début de la révolution syrienne, tu travailles cette expérience de la révolution en Syrie et tu as coédité notamment un livre qui est important, le pays Syrie, le pays brûlé, de 1970 à 2021, qui vient de sortir. Et puis tu as publié un livre seul, À quoi bon encore le monde, la Syrie et nous, dans Actes Sud, et qui est paru aussi en 2022. Et c'est sur ce livre qu'on a envie d'échanger avec toi. C'est un livre remarquable, alors dur, non pas parce qu'il serait difficilement accessible ou en tout cas illisible, dur parce qu'en fait il nous plonge dans une série de récits, d'expériences et de pensées d'écrivains syriens, d'activistes, d'artistes syriens, qui nous aident à penser ce qui est arrivé, ce qui arrive encore en Syrie, et notamment en fait comment penser après ce que tu as appelé la néantisation du monde. Et donc, à cette néantisation du monde, tu opposes justement un travail un peu anti-nihiliste pour continuer à penser et à imaginer à partir d'un monde des faits, quoi. Et en première question, c'est que les Syriens ont cessé de parler au monde, ont cessé de parler du monde et de parler au monde, de s'adresser au monde, et ont fait l'expérience d'un silence absolument glacial de la part du monde. Et comment en fait ne pas sombrer dans une espèce d'amertume radicale quand on fait l'expérience de ce silence du monde, de ce monde civilisé? C'est peut-être parce que le monde, ça veut dire plein de choses différentes à la fois, et que le monde désespérant, depuis longtemps désespérant, mais qui a été particulièrement pour les Syriens, et de manière très violente, c'est celui de l'ONU, c'est le dispositif de l'ONU qui fonctionne comme une communauté, un club de grandes puissances qui fait communauté internationale, et qui, de toute façon, même en tant que club de grande puissance, est bloqué dans ses actions politiques par des vétos. Les vétos qui, en l'occurrence, ont été le veto russe, 17 vétos sur toute la durée du conflit, plus le veto chinois, 9-10 fois, qui ont de toute façon empêché toute action politique de type de politique internationale, donc intervention pour empêcher des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. C'est des choses qui ont été formulées au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, mais qui ont été, là pour le coup, complètement empêchées, interdites par les vétos. Donc ce monde-là, de toute façon... Je dois dire que les Syriens, en fait, espéraient dans ce monde-là. Il y a eu même des formes d'illusion, probablement, en particulier dans le Conseil national syrien, qui est l'opposition, qui s'est un peu autoproclamée opposition, mais qui vivait, en fait, de l'autre côté de la frontière en Turquie. Et qui a cru pendant longtemps, en fait, jusqu'à la fameuse ligne rouge des attaques chimiques en 2013, que Obama avait présenté comme une ligne rouge, qu'il y aurait une intervention de ce type. Et il n'y en a pas eu. Donc, y compris après le franchissement de la ligne rouge, c'est-à-dire attaque chimique en août 2013 sur la Ghouta orientale. Et la réaction a été en fait de confier le dossier du désarmement de Bachar, du point de vue de l'arsenal chimique, à Poutine. Donc il y avait une manière de lâcher en fait complètement... alors ça, c'est des histoires de politique internationale, mais c'est ça aussi le monde, et c'est dans ce monde-là qu'ont cru pendant un temps, en tout cas, les membres de ce Conseil national syrien, ceux qui se battaient à l'intérieur et qui étaient ceux qui s'étaient soulevés, qui étaient des civils en très grande masse, ont sans doute cru longtemps qu'il fallait s'adresser au monde sur ce mode-là pour obtenir une aide, une intervention politique, une intervention militaire, tout simplement. Puisqu'ils étaient bombardés en masse, systématiquement dans les enclaves insurgées libérées du régime, je veux dire, et que même les demandes en fait de se doter d'un dispositif de missiles, pour se défendre en fait
des bombardements aériens n'a pas été accepté, quoi. Donc tout a été refusé. On a accordé une aide beaucoup trop faible en fait à cette opposition insurgée pour que ça puisse aboutir au plan militaire. Et à partir de ce moment-là, donc le monde est devenu, en fait, ce monde-là est devenu la chose parfaitement abandonneuse, en fait. Et il y a ce sentiment d'abandon qui a d'ailleurs été un objet de spéculation de la part de Bachar, puisqu'il balançait sur les places des marchés, les foules, etc., des feuilles qui disaient laissez tomber, le monde vous a abandonné. Donc l'abandon du monde, ça a été un argument aussi de Bachar. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait l'affect de désespoir fait partie des repoussoirs et des enjeux politiques et pas seulement moraux aujourd'hui pour ceux qui héritent de cette révolution, qui veulent la conduire dans d'autres domaines que ceux de l'action politique immédiate, puisque cette action leur a été rendue impossible par la guerre en Syrie, puis par l'exil. Donc voilà, il y a ce monde-là, et puis il y a un monde qui est en fait autre chose, qui est d'ailleurs pas définie, pas une donnée, mais quelque chose qui se construit à partir de, comme dit Arendt, toujours du désert, du rien. C'est quelque chose qui se recommence constamment, où se reconstitue, où doit régulièrement se reconstituer une scène où apparaissent des acteurs, et une scène de pensée, une scène d'interlocution, voilà, un monde fait de pluralité, d'échanges, de transversalité, de communauté. Et ce monde-là, forcément puisqu'il est toujours à recommencer, il ne peut qu'exister toujours. C'est-à-dire qu'il est ouvert, et quel que soit le degré de désespoir très intense, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, aujourd'hui, même parmi nous en France, dépérissent de désespoir ou d'amertume ou de colère. Je viens juste d'entendre Farouk Mardambey, puisqu'on était à l'IREMO ensemble, où on présentait le livre noir, et il parlait de ça d'ailleurs. Il disait que, en fait, la colère protégeait du désespoir total beaucoup de Syriens actuellement. C'est-à-dire que la colère politique, elle reste là, mais il disait aussi qu'une des autres directions possibles, perspectives de réouverture du monde, c'était précisément la créativité, qui était très intense, toujours très intense, et qu'il a été dès le début du soulèvement. Ça a été un des phénomènes, une des caractéristiques très très saisissantes, quoi, la libération de la parole, qui avait été si longtemps interdite, étouffée, et des actes de création qui valaient en tant que tels comme forme de résistance. Ça, c'est très singulier, de même que toute l'activité d'autodocumentation de la Révolution et de sa répression, qui a pris une ampleur proprement inouïe, quoi, en fait. C'est la première. Je crois que c'est vraiment un phénomène d'autodocumentation de l'histoire ou dans son temps présent qui n'a jamais existé. Bien sûr, du fait aussi des armes technologiques qui permettaient cette mise en circulation et cet archivage. Lequel est d'ailleurs quand même menacé. Il faut continuellement que les archivistes de tout ce qui s'est déroulé protègent de la précarité, de tous les enregistrements YouTube, de tous les photos et les films, etc. Mais voilà, donc, et le monde, c'est pour ça que ça peut être constamment reconstitué, parce que c'est pas une donnée, c'est une perspective, c'est un horizon de sens, en fait. C'est pour ça que l'enjeu du sens, ça c'est Yassine Al-Saleh qui est un des penseurs majeurs dans l'héritage de cette révolution. L'enjeu du sens est fondamental, quoi. C'est pas seulement une réponse au nihilisme dans l'ordre logique, intellectuel, c'est un enjeu politique, de même que la lutte contre le désespoir est un enjeu politique. Ce sont des formes aussi d'héritage de la lutte pour la dignité, qui a été aussi une valeur fondamentale. Liberté, dignité, c'était les deux grands slogans, exigences de la foule qui était dans les rues dans ce printemps 2011. Et ce qui se joue maintenant, bien sûr que la liberté a été écrasée de toutes les manières possibles, mais il reste ce travail de libération que chacun exige de soi, et qui
se construit aussi en réseau, c'est-à-dire qui se construit des mondes, aussi grâce à la diaspora. Alors, c'est ça aussi qui est très important, c'est l'expérience de la diaspora. Il y a cette expérience absolument négative, mais qui fait voir des choses avec une très grande netteté sur ce que c'est que notre système international. Et puis, il y a des capacités de mise en réseau, de mise en commun, de tenter, de penser en fait les communautés de sens par des créations de plateformes numériques nouvelles, polyglottes, et une circulation très très impressionnante en fait des travaux de la pensée, des travaux du langage, des travaux visuels et plastiques aussi qui ont une énorme importance, filmique également. Alors, c'est très impressionnant de voir au fond l'énergie, la vitalité, mais aussi la vitesse en fait par laquelle ces réseaux porteurs de créativité collective, pas seulement individuelle, se sont constitués dans les exils. Donc il y a une expérience du monde qui est à la fois catastrophique, mais une autre expérience du monde qui fait se réouvrir des horizons de sens à l'intérieur de cette espèce de lutte contre le rien du tout, où ils sont quand même tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience continuelle et par laquelle ils repassent de manière presque méthodique d'un rien à partir du quoi il faut réexister, repenser et repenser tout. C'est-à-dire que cette révolution, en fait, elle se pensait vraiment comme une espèce d'immense refondation d'un monde, justement, et de valeurs. Et ce qui s'est joué dans son écrasement, c'est une espèce de défi à mener ailleurs, à mener autrement, ce projet de refondation qui porte en effet sur des valeurs. Alors évidemment, ces valeurs, elles ont été obligées de se rediriger vers les formes de la vie, vers les formes de pensée, vers les formes d'expression, et donc dans le domaine culturel. Mais c'est formulé comme une sorte de travail en attente, c'est-à-dire qu'il faut constituer une espèce de patrimoine des expériences révolutionnaires, les retravailler dans ce domaine-là des formes d'art ou de pensée pour construire une sorte pas seulement d'archives, mais de matériaux vivants, quoi, qui puissent par la suite être ressaisis sur un mode plus politique. Ils sont forcés d'attendre, en fait. Et d'ailleurs, le thème de l'attente est très, très douloureux et très obsédant dans certaines des œuvres que j'ai essayé de lire dans ce livre. Et c'est parce que ce qui attend, c'est justement quand même la dignité. Il faut reconstruire des formes substitutives de dignité, ou plutôt faire muer ces valeurs de dignité. Mais au fond, la dignité, c'était essentiellement au début du soulèvement, c'était refusé, parce qu'au début, il y a eu un soulèvement très réactif, en fait, à des conduites politiques qui étaient d'une cruauté, c'était en fait d'une puissance d'humiliation, une puissance d'offense, une puissance de violation absolument organisée, pas seulement dans le système carcéral, qui est un des plus violents que j'ai jamais vu dans l'histoire, enfin, mais dans le domaine de la vie courante, avec l'impossibilité totale de parler tout haut, de s'opposer en pensée, et même de circuler dans la vie sociale sans devoir donner les bakchiches. Il y a une espèce de corruption généralisée aussi qui organisait l'injustice. Il y avait d'autre part l'injustice, c'est un faible mot, puisqu'il y a eu une organisation en fait presque territoriale de l'inégalité sociale orchestrée par ce régime, en particulier lorsque, après il y a eu de très grandes sécheresses dans les années 2000-2006, et un exode rural très massif, et là, une espèce alors qu'on était en pleine politique néolibérale de la part de Bachar, c'est pour ça que le socialisme bacharien, ça fait vraiment rigoler, qui d'ailleurs était le socialisme bassiste non marxiste. Donc il y a eu une espèce d'aggravation, de paupérisation d'une masse de la population, et les populations les plus pauvres, les plus rurales, se sont regroupées dans le pourtour des grandes villes, en fait.
Et c'est dans ces lieux-là, les grandes banlieues, comme la route orientale de Damas, c'est là que s'est déchaîné le régime. Enfin, c'est là qu'en fait les populations sont allées se réfugier, et c'est là que le régime et ses alliés sont déchaînés au moment de les bombarder. Mais je ne sais plus très bien si j'ai quitté la question depuis un petit moment là. Non, mais c'est trop bien parce qu'en fait vous avez vraiment abordé pas mal des points qu'on comptait, sur lesquels on comptait vous poser des questions nous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, on voulait peut-être parler du nihilisme particulièrement. Il y a dans un texte de Yassine Al-Saleh, dont vous venez de parler, donc c'est un écrivain intellectuel syrien qui a passé 16 ans de sa vie en détention. Il écrit en 2012 depuis Damas, dans un texte intitulé « Malouma, la montée du nihilisme guerrier en Syrie », 3 coordonnées pour lui à ce qu'il appelle une structure nihiliste en Syrie, donc propre à cette situation-là. 3 coordonnées parmi lesquelles il y a donc la violence excessive, et le mot est faible, du régime de Assad et la perte de confiance dans le monde. Donc sur cette question-là de l'appartenance au monde, dont vous avez déjà esquissé pas mal les contours, on reviendra plus tard. Mais vous aussi, dans l'article... Donc en gros, il y a le livre « À quoi bon encore le monde ?», mais qui a aussi été publié... il y a une partie de cette intervention-là, j'ai plus de voix, excusez-moi, qui a été publié dans un article sur Lundi Matin il y a 2-3 ans de ça, peut-être un peu moins. Et pour 2018, début 2018, oui, parce que c'était en fait un texte que j'avais prononcé lors d'un colloque qui avait eu lieu à la fin décembre 2017 et que j'étais très heureuse de donner à Lundi Matin quelques mois plus tard. Merci beaucoup. Il y a donc du coup, dans ce texte-là, vous faites la distinction claire entre le nihilisme fanatique de Daesh et du coup un nihilisme politique strict du régime de Bachar al-Assad, qui règne par la terreur et qui supprime jusqu'à la possibilité même d'un avenir pour la population et qui vise sa capacité d'espérance. Il y a une idée qui nous est un peu chère, c'est de se dire que pour, on va dire, essayer de démanteler un pouvoir qui est terrible et qui nous embête, on va dire, il faut certes en décrypter les effets, mais plutôt aussi voir les rouages, ses formes. Et donc, ce qui caractérise pour vous celui d'Assad, c'est justement d'être un pouvoir sans rationalité politique. C'est qui a pour simple objectif de se maintenir. Un pouvoir, vous dites dans l'article, un pouvoir qui ne reste que pouvoir. Donc peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu lointains du contexte particulier de la Syrie, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce nihilisme politique strict du régime? Oui, en fait, je reprendrai juste ce que dit Yassine Al-Saleh à propos de ce nihilisme, cette catégorie du nihilisme qu'il réutilise sur plusieurs plans. Il distingue entre ce qu'il appelle le nihilisme autotélique du régime et le nihilisme messianique du djihadisme, en gros. Mais il parle aussi d'un troisième nihilisme qui est, au fond, la puissance de consentement, on va dire, justement, de la communauté internationale ou du monde, dans ce sens-là, à ce qui s'est passé, à ce qui continue de se passer, une espèce de laisser-faire, au fond, de consensus qui s'est joué finalement après des divisions relatives à ce sujet et qui ont fini par conduire à cette catastrophe. Et alors ce nihilisme autotélique, en effet, il n'y a justement pas cette transcendance qui est censée apporter le théologique dans le djihadisme, dans le salafisme, mais il y a cette espèce de djihadisme à usage nominal, interne, c'est-à-dire qu'on est soi-même, en fait, le seul objectif, le seul télos qui puisse exister à cette politique. Ça se voit, en fait, assez bien. C'est un peu le pouvoir assadien qui était celui de Hafez dès 1970 et jusqu'en 2000, quand Bachar a pris le pouvoir, a pris le relais en 2000. Il y a un des slogans, par exemple, de Hafez al-Assad, c'était « Assad pour l'éternité ». Voilà, il n'y a pas d'histoire, en fait. Il n'y a pas d'historicité, il n'y a pas de possible. C'est-à-dire que c'est le degré le plus absolu il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il littéralise, c'est un pouvoir qui littéralise d'ailleurs tout ce qu'il dit, toutes les métaphores qu'on passe à l'acte, quoi. Et donc, c'est l'éternité. Et puis le slogan Bachar, c'est Bachar, où nous brûlons le pays.
Ça, c'est les milices Shabia qui disent ça. Voilà, donc pas de possible, pas d'alternative, et ça suppose aussi, en fait, une absence d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de privation d'histoire et d'historicité qui s'est organisée, d'ailleurs, dans l'enseignement. Enfin, c'est une histoire complètement schématique et complètement langue de bois, hein, qui s'est enseignée à l'école. Et ça va de pair avec ce nihilisme. Michel Seurat, qui avait beaucoup analysé dans les années 80, 70-80, le système Assad comme l'état de barbarie, il dit ça, oui. Dit que Hafez ne se souciait pas de fonder son pouvoir, hein. C'est bien pour ça qu'il est si difficile de l'éradiquer. Et c'est vrai que c'est très vrai, en fait. C'est-à-dire que l'autofondation de ce régime... Alors, bien sûr, il a plein de caractéristiques, ce régime. Hein. C'est un régime clanique, c'est un régime dynastique, c'est un régime qui règne par la division ethnico-confessionnelle systématique, en orchestrant la peur entre les différentes religions, ethnies religieuses, on va dire, et qui y arrive très très bien, enfin qui est arrivé longtemps. Et ce qui s'est passé justement au moment du soulèvement 2011, c'est que il a été surpris et très effrayé avec toute sa troupe par une révolution qui se voulait unioniste, qui disait 1, le peuple syrien sera un. Et ça, c'était un très très grand danger pour son pouvoir. Donc pouvoir qui repose vraiment sur lui-même comme quelque chose qui doit s'éterniser. Et si c'est plus le père, c'est le fils. Et Bachar va faire la même chose avec son fils, hein, très probablement, il faut s'y attendre, si rien n'est fait d'ici là. Voilà, donc c'est en effet une forme de nihilisme autotélique, hein, au sens où il n'y a pas de valeur en fait autre que le simple exercice du pouvoir, et en fait cette dimension de l'éternité qu'on se prête par ce délire, hein, sui generis, ça va avoir des effets politiques très marquants au sens strict, c'est-à-dire par exemple ce hiatus entre l'éternité du pouvoir et l'historicité d'une société et la corporalité des gens qu'on met en tôle. Ça suppose des opérations, la torture en fait des corps, poser la marque, une marque qui reste sur les corps, hein, c'est une manière d'imprimer cette espèce de sceau d'éternité et de surmonter cette contradiction complètement irréductible en fait entre cette éternité fantasmatique et l'histoire sociale, l'histoire politique, l'histoire des gens, l'histoire des vies. Donc ça a des effets politiques très, très considérables. Ça suppose aussi de transformer tout sujet politique ou tout révolté, en fait, hein, toute révolte, en une position, ça c'est Salwa Ismail, qui est une penseuse politique importante syrienne, qui parle de position d'abjection, en fait. L'abjection n'est plus un état moral ni physique, c'est une position qui est forcée d'adopter le Syrien qui se révolte, étant donné la violence de ce qui s'abat sur lui immédiatement, hein, dès qu'il ouvre la bouche. Et donc, le Syrien... D'ailleurs, il y avait déjà chez Hafez, en fait, une culture, alors ça a eu des effets pervers, une culture de la martyrologie du carcéral, c'est-à-dire que les Syriens de l'opposition devaient passer par la prison, en fait, pour donner les signes de leur intégrité politique. Donc ça a été très critiqué par Yassine Al-Saleh, qui a fait 16 ans sous Hafez, hein, avec 3 prisons, et qui a fait une espèce de taux critique aussi sur ce plan-là. C'est assez précieux ce qu'il dit là-dessus, parce qu'il réouvre à partir des expériences, et d'expériences, la sienne, mais aussi des expériences collectives pour aller ailleurs. Voilà, mais là aussi, il faut que je revienne au début de la question, non? Non, je pense ça va. Tout à fait. Non, le nihilisme, si, voilà, je crois que j'ai à peu près ouais. C'est aussi un régime qui confie systématiquement les bases œuvres aux Shabia, donc aux milices, hein, qui vraiment, les milices qui forment les Shabia, un État alawite à l'intérieur de l'État.
et qui ont un blanc-seing et toute impunité, évidemment, et même au contraire, des encouragements très très intenses pour marquer justement, pour marquer le plus possible les corps et les esprits, bien sûr. Et donc c'est l'organisation de la terreur qui passe par tous les moyens possibles. Et ce qui se passe dans les prisons depuis Hafez est tout à fait invraisemblable, quoi, en fait, quand le monde va, si un jour ça existe, ce monde-là. Regardez ce qui s'est joué véritablement dans ces murs, mais on est en état de le faire, puisqu'il y a beaucoup de témoignages déjà. Et ces choses se sont aggravées, en fait, sous Bachar, évidemment, avec la répression du soulèvement, qui a été immédiatement très, très sanglante et qui a fait disparaître les gens en prison systématiquement. Et ça aussi, cette disparition, cette politique des disparitions massives, hein, il y a quand même eu au moins 90 000 disparus, hein, et je crois 215 000 disparus en prison, enfin torturés et morts en prison. Donc c'est énorme, quoi, hein. Et donc cette manière-là de gouverner, elle est nihiliste à cause de cet autotélisme, mais elle est nihiliste aussi parce qu'elle gouverne par la mort, par la mise à mort, par le meurtre, par la souffrance, systématiquement, quoi. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que ce régime, en fait, vit en fait, depuis 1963, depuis le premier coup d'État bassiste, on est en état d'urgence en Syrie. L'état d'urgence a été décrété lors de ce coup d'État. Le prétexte était qu'il y avait une guerre contre Israël, mais en fait il y a eu très peu de conflits militaires avec Israël, y compris sous Bachar, aucun quasiment. Mais ça a permis, bien sûr, ce qu'on sait par cœur, en fait, hein, l'état d'exception, l'état d'urgence permet absolument tout. Et là, ça a été une voie royale et qui s'est absolument banalisée. C'est-à-dire qu'en fait, même maintenant, on oublie de le rappeler qu'il y a eu, à ce moment-là, cette institution de l'état d'exception et que ça n'a absolument jamais cessé depuis. Donc, c'est une espèce de caricature, en fait, de ce qu'on connaît par ailleurs, mais qui, là, prend une tournure maximale, quoi. C'est ça aussi le nihilisme, hein, cette manière d'aller à la limite de quelque chose, en fait, dans l'ordre de la mort, hein, je pense, la mort, l'anéantisation, quoi, mais par lequel on conserve un pouvoir, parce que ce qui est hallucinant, c'est que ça marche, quoi. Le pouvoir se conserve et se transmet. C'est vrai que quand on pense à la révolution syrienne, on pense... Enfin, on pense souvent par le tragique. Enfin, moi, j'ai le souvenir j'étais en Syrie en 2012, avoir fait des manifestations avec les Syriens non loin d'Alep, où c'était des corps qui dansaient, c'était des corps qui chantaient, c'était une joie, du subjonctif, un rapport très même d'ailleurs, joliment innocent en fait vis-à-vis du monde et des attentes de monde. Et en même temps, après les manifestations, on allait enterrer bon nombre de personnes, quoi. Et finalement, au fond, voilà, comment ne pas regarder cette histoire uniquement depuis un sentiment nostalgique, mais regarder aussi depuis ce qui s'est malgré tout créé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose et notamment avec tous ces écrivains et artistes que tu mobilises, qui est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça nous a enseigné, tant dans les révolutions culturelles dont tu as évoqué tout à l'heure, révolutions poétiques aussi dont tu parles, toi qui connais aussi d'autres situations catastrophiques. Moi, ce que j'aurais voulu en fait faire dans le livre que j'ai pas pu faire, en fait, il y avait des chapitres qui sont, c'était trop gros. Mais j'aurais bien voulu faire une espèce de focus sur les comités locaux. J'en ai dit un mot au sujet de tel et tel, en particulier Samira Al-Khalil, puisqu'elle était tout près de Razan Zaitouneh, qui a été une des créatrices des comités locaux. Mais il s'est joué dans cette histoire de comités locaux, devenus les conseils révolutionnaires, aux conseils locaux, enfin voilà, les tanzikiyat, qui étaient les comités de coordination du départ et qui se focalisaient essentiellement sur justement la transmission médiatique des infos, la mise en circulation des infos, la mise en réseau, mais aussi l'aide aux déplacés qui venaient des zones justement les plus violentées, l'aide aux familles des détenus. Voilà, ça a été les premières tâches de ces comités de coordination.
Et puis, il y a eu ce papier de Omar Aziz, qui était le théoricien, alors qu'il lui était, en fait, il était passé par l'Arabie Saoudite, par les États-Unis, par la France, il avait fait ses études à Grenoble. Il était, en fait, il avait connaissance de la tradition conseilliste européenne, visiblement. Il y avait cette inspiration libertaire qui était la sienne. Et il a publié 2 papiers, quelques mois, 8 mois après le soulèvement, en appelant à une forme d'organisation allant au-delà de ces comités de coordination locaux, et donc élaborant des modèles de conseil, en fait, de communes dans les régions, parce que le 2e papier est venu justement au moment où des territoires se sont libérés, parce que ça ne pouvait se jouer que sous forme dans certains territoires, en fait. Le problème, c'est que... Alors, il y a eu... et ça, je trouve que c'est très très important, c'est pour ça que j'aurais voulu le faire, mais j'en ferai ça autrement, un autre jour. Il y a eu une vraie expérience de démocratie directe qui, à mon avis, doit être absolument racontée, au-delà encore de ce qu'ont fait Leila Al-Shami et Robin Yassin dans Burning Country, parce qu'ils font l'histoire de cette révolution par le bas. Mais je pense qu'il serait bon de donner encore davantage de documents et de témoignages d'expérience de ce qu'ont été ces comités locaux. Parce qu'il y a eu des modes d'organisation, d'auto-organisation, d'auto-administration de territoire, et ça ne s'est pas joué sur quelques semaines, ça s'est joué sur plusieurs années, en réalité. Alors, le problème, c'est que comme immédiatement, il y a eu cette répression sanglante, et que très vite après, dans les enclaves libérées, bon, elles ont été libérées, mais à peine elles ont été libérées, ces zones ont été assiégées, et à des sièges d'une dureté extrême, justement, fermeture totale, et bombardées, bon, avec une brutalité, une intensité hallucinante. Donc, ça a été évidemment, et c'est ce que raconte d'ailleurs Yassine Al-Achaleh, qui était allé avec sa femme Samira Al-Halil à Douma, rejoindre Razan Zaitouneh, et qui a essayé de construire ce qu'il appelait une agora, c'est-à-dire un forum de débat démocratique, qui était aussi une des propositions de Omar Aziz, et qui en fait a vu que c'était... Il dit d'ailleurs, j'ai peut-être été trop impatient, il fallait peut-être travailler davantage et attendre, et qui est parti en fait à Raqqa pour voir comment ça se passait à Raqqa. Évidemment, ça se passait encore plus mal pour d'autres raisons, et qui a d'ailleurs laissé là son épouse Samira, qui a été enlevée par une brigade islamiste quelques mois plus tard. Donc il y a eu cette expérience des comités locaux et des conseils de la Révolution qui ont été des apprentissages, en fait. Ce que voulait Omar Aziz, c'était mettre en relation, refuser la division, ce qu'il appelait la division du travail, entre le militantisme révolutionnaire, l'activisme, et la vie, en fait, et l'organisation de la vie. Donc il fallait absolument travailler, selon lui, à articuler les deux. Et donc, ce modèle qu'il a proposé était destiné à ça. Et donc, cette vie sociale et politique a bien eu lieu. Alors, évidemment, au prix de plein de difficultés, de tensions terribles entre, bien sûr, les comités locaux qui étaient des civils et assez rapidement les brigades armées de l'ASL, puis des brigades islamistes. Il y avait des instances juridiques qui se sont mises en place, qui étaient pour partie civiles, laïques et d'autres islamiques. Il y a eu des tensions continuelles, mais qui pouvaient être porteuses pendant un certain temps. Mais à partir du moment où ce sont les brigades armées qui ont eu en fait qui ont gagné un rôle de décision, aussi parce qu'elles étaient financées par telle et telle puissance extérieure. Et là, les pays du Golfe ont joué un rôle corrupteur assez terrible. Forcément, les comités locaux ont perdu en puissance, quoi, de décision politique, d'organisation. Il faut aller de toute façon organiser avant tout la survie. Ce que dit Yassine El-Hachel de son expérience à Douma, c'est que en fait, constituer une agora, un forum de débat, était tout simplement impossible sous les bombes. En fait, les priorités, c'était de manger, c'était de sauver sa vie. Et évidemment, lorsque les gens sont transformés en survivants, ou en personnes qui doivent d'abord sauver leur vie, il est très difficile d'élaborer davantage une expérience politique. Mais cette expérience politique, elle a quand même eu lieu. Et pour moi, c'est un sujet
je sais pas comment dire, c'est sidérant en fait ce qu'ils sont arrivés à faire. C'est proprement sidérant. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Hein. C'est pour ça que c'est... Même lorsqu'on lit des témoignages, on a du mal à comprendre comment ça a pu se faire, comment ça a pu durer des années, quoi. Hein, parce que quand même, les sièges, ça a été des sièges souvent de 3, 4 ans, quoi, donc même plus. Donc, et ça, la résistance civile s'est poursuivie, hein, avec de grandes difficultés. Et puis pour finir, dans des formes de chaos liées aux guerres intestines que se sont menées les brigades, y compris entre islamistes. Hein, Daesh, Al-Nusra, Jaïch al-Islam, tout ça a été... Donc, et puis le phénomène de radicalisation de l'ASL, mais que Romain, tu connais bien ce phénomène, puisque tu en as parlé dans le livre noir. Mais voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui doit être regardé de plus près dans cette histoire, parce qu'une expérience s'est bien menée, mais peut-être que... la manière comment en fait en hériter, c'est ça la difficulté. Hein. Il y a bien eu quelque chose qui s'est mené. Et pas seulement donc cette expérience du Rojava, hein, qui était au fond plus facile en un sens, puisque le territoire a été donné. Hein, le territoire a été donné aux partis kurdes par Bachar. Donc là, il y avait... les conditions étaient tout autres. Mais donc, c'est pas seulement un éloge du courage, de la résistance inouïe, etc., qu'il faudrait arriver à faire. C'est à voir ce qui s'est en effet joué d'une transformation des relations sociales et tirer aussi les leçons de cette inconscience du danger que constituait l'alliance de fait avec les islamistes. Ça, je pense que ça aussi, les Syriens le ruminent pas mal, hein, mais ils le disent plus ou moins, c'est-à-dire que c'est plus ou moins explicite. Alors Yassine al-Assali, il enfonce les clous parce qu'il enfonce toujours les clous, mais c'est parce que sa femme s'est fait enlever par une brigade islamiste. Donc là, il y a une formulation très très nette, ferme, précise et même violente de ce à quoi il faut s'atteler, c'est-à-dire il y a en effet plusieurs nihilismes. L'islamisme, c'est une puissance qui veut la souveraineté, c'est un autre impérialisme, quoi. Donc il y avait une forme d'illusion à croire qu'on pouvait s'allier avec ces forces-là, alors que les objectifs étaient absolument antinomiques au fond. Et de fait, les islamistes se sont révélés être les alliés objectifs de Bachar. Alors après, comment tirer des expériences positives au plan politique, ce qui est malheureusement les conclusions qu'on peut en tirer, c'est d'abord ce constat terriblement négatif en ce qui concerne ce qu'a fait, ou précisément ce que n'a pas fait la communauté internationale, en l'occurrence. Donc ça, c'est une espèce c'est un bagage, une provision bien noire, en fait, bien sombre, et puis surtout, au fond, qui ne fait que confirmer ce qu'on savait, parce que ça l'a confirmé d'une manière particulièrement radicale, mais du point de vue de l'héritage révolutionnaire même, il faut d'abord prendre acte de ce qui s'est joué, le regarder de plus près, voir où se sont joués exactement les tournants, pourquoi exactement, qu'est-ce qui a fait que En fait, le grand problème que se posent actuellement les Syriens, c'est, d'abord ça a été, d'ailleurs pas seulement actuellement, assez rapidement, c'est fallait-il s'armer ? Fallait-il s'armer ? Les comités locaux, précisément autour de Razan Zaitouneh, dans la Ghouta orientale, ont débattu pendant plusieurs semaines de ce problème pour finir par dire que non, il ne fallait pas s'armer parce que c'était une position intenable au plan politique et moral à la fois. Et néanmoins, ils ont pris acte de la naissance de l'armée syrienne libre. Ils ont élaboré, ils ont négocié continuellement avec ces brigades, mais ils n'ont pas pu empêcher, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la puissance d'empêcher ce qui s'est déroulé par la suite.
Donc à la fois cette corruption interne de l'opposition via ces dissensions internes et cette violence du djihadisme, des djihadismes, et d'autre part les bombes qui tombaient, et en plus, à partir de 2015, les bombes russes, parce que les bombes russes c'était encore autre chose, hein, c'était des bombes qui ont littéralement, méthodiquement ciblé cette espèce de parlement souterrain, justement, qui se jouait dans les caves, qui se jouait dans les murs. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable aussi dans ces galeries par lesquelles ils ont réussi à circuler, à communiquer, et tout ça a été pulvérisé par des armes qui étaient destinées à cibler précisément ça. Il y a aussi le ciblage, bien sûr, de tout ce qui était considéré comme l'humanitaire, le secours, le secourisme, tous les soins médicaux, les hôpitaux, les maternités, tout ça devait... Là, je parle vraiment de ce qui s'est passé à partir de 2015 avec l'intervention russe, a été très, très... C'est pas du tout des bombardements indifférenciés qui s'attaquent aux civils de manière indifférenciée. C'est vraiment quelque chose... Bien sûr qu'il faut s'attaquer beaucoup plus aux civils qu'en fait au front. D'ailleurs, en fait, c'est une blague, l'humour syrien qui dit qu'en fait, c'est beaucoup plus sûr d'être au front que parmi les civils, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de mourir. Mais c'est parmi les civils, ceux qui portent particulièrement ces valeurs auxquelles on est censé tenir, auxquelles l'Occident prétend qu'il tient, ces valeurs humanistes, et qui font l'objet d'une espèce de liquidation plus acharnée encore que sur le reste, quoi. Mais je ne parle pas beaucoup des lendemains et de l'héritage positif. J'ai du mal bien sûr. Mais tu parles de révolution culturelle, de révolution poétique. Qu'est-ce qu'on peut... Alors oui, c'est sur ce plan-là, c'est-à-dire que c'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de cette libération des esprits. C'est un mot un peu vague, mais c'est très très tangible et très important pour les Syriens qui ont vécu donc dans cette société très patriarcale, longtemps très conservatrice, où règnent des tabous moraux, religieux qui se sont vraiment pas arrangés avec justement la montée des islamismes, l'occupation par Daesh pendant un temps. Et ce que ces Syriens-là qui sont passés alors par un processus de sécularisation beaucoup plus tôt, mais aussi via le communisme, hein, ces gens dont on parle, il s'agit en fait de lever, de travailler à la levée de tous ces tabous à l'intérieur de la société syrienne, mais il s'agit aussi de faire entendre sa voix dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi une exigence qui ne concerne pas seulement d'ailleurs les Syriens, mais qui concerne les Arabes, en fait. C'est de participer au travail, au débat public, à la parole, à la répartition des rôles du savant, du scientifique, de l'enseignant, etc., à propos des mondes arabes. C'est-à-dire qu'il y a une grande critique aussi des experts, des dégâts qu'ont fait les experts du Moyen-Orient dans ces domaines, et qui ont toujours utilisé des grilles de type culturaliste, qui, au fond, étaient des formes d'orientalisme, et puis des formes idéologiques objectivement liées à tout le réalisme politique, en fait, à la nécessité du statu quo politique, ce fameux argument de la stabilité, hein, qu'il faut qu'on doit garder en place les gens qui sont là, parce que c'est mieux pour la stabilité et la sécurité régionale. En termes de sécurité régionale, là, on est quand même assez mal servi avec ce qui s'est passé en Syrie, quoi. Voilà, je ne sais pas si... Mais là, il faut en dire plus sur la révolution culturelle, la révolution politique. C'est une énorme chose, quoi. Alors, révolution culturelle, évidemment, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais c'est un mot qu'ont utilisé à la fois Oussama Mohamed, qui est un réalisateur, celui qui a fait le film Eau argentée, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un très beau film, qui lui vivait en France, hein, déjà pendant le soulèvement et sa répression. Et c'est un terme aussi qu'utilise Yassine El-Saleh à propos de ce qu'il appelle la nécessité d'une écriture peuplée. Voilà, il dit que l'écriture, tout ce qui se jouait dans la parole,
enfin, se jouait justement pas dans la parole, était dépeuplé, privé des expériences personnelles des gens. Il fait beaucoup appel, et d'ailleurs en assumant une forme de naïveté, comme il dit, une naïveté non hegelienne, non hegelianiste, c'est une manière de rompre avec son ancien hegelianisme de marxiste. Il faut assumer la naïveté de l'expérience qu'on a eue et arriver à penser à partir de son expérience. C'est très important, c'est aussi par là qu'il se débarrasse de du doctrinaire, quoi, de son armature d'avant et de toute forme de doctrine, quoi. Il attache beaucoup d'importance à la question de l'adaptation aux solutions, enfin, aux situations concrètes. Et donc, il voit la révolution à venir, parce qu'il parle en fait d'une révolution à venir. C'est pas seulement la présente qui se joue dans la culture, hein, c'est celle qui se prépare par ça, comme il faudrait arriver à penser la multiplicité de petites révolutions que le mot révolution ne ferait que subsumer, quoi. Et donc ces révolutions qui se jouent dans le changement de soi, hein, il y a toute cette thématique de se changer soi et changer bien sûr la vie, et parvenir à mener une vie, comme il dit, une vie ordinaire, qui a été une chose qui a été tellement impensable, empêché en Syrie. Et juste mener une vie ordinaire en Syrie suppose de changer le monde. Donc il reprend à son compte, hein, la vieille formule de Marx, hein, non plus interpréter mais changer le monde, mais elle devient presque... Enfin, elle n'est pas ironique parce qu'il l'a reconduit quand même, mais il dit que changer le monde, ça peut plus être une formule, un programme. C'est en fait, comme il dit, le chiffre du destin syrien. C'est le chiffre d'un destin, puisque les Syriens sont si bas, leur situation est si privée d'espoir politique, qu'ils ne peuvent que vouloir et devoir changer le monde. Donc il y a quelque chose c'est un peu énigmatique, hein, cette manière de formuler les choses, mais elle est très forte, je trouve. Et cette révolution, elle se joue aussi là-dedans, c'est-à-dire prendre conscience que quelque chose de tragique s'est joué, mais que ça donne aussi lieu à... c'est aussi une espèce de tâche, quoi, du coup, qu'il porte du fait de cette expérience collective, qui a été menée loin et qui doit pouvoir parler au reste du monde, doit pouvoir servir. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça doit, ce qui a été vécu, l'expérience est très importante, pas seulement parce que chacun doit apprendre à vivre à partir de son expérience, mais l'expérience qu'on a vécue va pouvoir servir au suivant, au successeur. Et c'est ça qui fait le monde, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on raconte, ce qu'on essaye de penser, va pouvoir être réutilisé, retravaillé par d'autres, hein, pas seulement par les Syriens, mais par ceux avec qui on essaye de construire une communauté de pensée à partir de cette tragédie-là, quoi. Mais une possibilité de pensée qui soit pas seulement tragique, justement, qui soit une ouverture vers une action politique possible et des formes aussi d'amitié, parce qu'il y a aussi tout ce domaine de l'amitié qui est très, très important, parce que les choses se jouent dans des communautés, justement des communautés de sens qui correspondent, qui sont en fait sui generis, qui se construisent sans modèle doctrinaire ou théorique prévalant, quoi. Et tout ce alors la question la question du langage, de la forme, elle devient aussi décisive, parce qu'au fond, ce qui se passe aussi dans toute cette espèce de saccage, de violence inouïe, de matraquage des corps, c'est la perte de la forme. La perte de la forme humaine, c'est ces corps qui sont pulvérisés dans les bombardements. Il y a donc une conscience intense de ce rien que peut devenir le corps humain, et de cette informité, en fait, que devient la Syrie. Et il y a un des enjeux, c'est de redonner forme, en fait, aux vies, aux corps, à des sujets qui peuvent se penser dans ce monde-là, néanmoins, quoi. J'enchaîne, désolée. Oui, bien sûr, c'est très bien. Je sais plus dans quel texte c'était. J'ai lu plein de textes. C'est pas pour faire la même, mais ouais. En tout cas, le 14 octobre 2011,
des révolutionnaires syriens déploient une banderole sur laquelle on peut lire « À bas le régime et l'opposition, à bas la nation arabe et islamique, à bas le Conseil de sécurité, à bas le monde entier ». Ce message renvoie à une autre idée que vous développez dans vos travaux, à savoir que le peuple syrien, avec les peuples arabes malheureusement, se situe dans l'angle mort d'une certaine vision occidentale. Et on en parlait tout à l'heure, chez Saïd aussi, chez Edward Saïd, un des ressorts de l'orientalisme, c'est justement de nier la possibilité d'une expérience humaine chez cet autre qui est une altérité absolue et absolument distinct. Donc ce déni d'humanité, cette idée selon laquelle les Syriens n'appartiendraient pas au monde, ou en tout cas que le monde peut tout à fait se passer d'eux, est perceptible du coup au niveau géopolitique, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans le langage, et on en parlait tout de suite. Dans la manière qu'on peut avoir eu de parler ces fameux experts de l'Orient, du chaos syrien, du despote Al-Assad, ou aujourd'hui encore des migrants. Donc il y a peut-être une forme de négationnisme de perception, ou à minima d'ignorance cette vision occidentale. Et donc il y a à la fois Yassine El-Hachsaleh dans ce texte-là, la question syrienne, qui est du coup un recueil de plusieurs articles qu'il a écrit. Il dit que du coup tout au long de la situation en Syrie, on peut se révéler à la fois l'impuissance et les contradictions profondes de l'ordre international. Et c'est aussi présent dans un passage du journal de Samira Al-Khalil, dont on parlait tout à l'heure, qui est du coup la compagne de Yassine El-Hachsaleh, et qui, elle, fait partie des 4 de Douma qui ont été enlevés en 2013, vraisemblablement par Jaïch al-Islam. Mais, et du coup, il y avait un passage qui illustrait bien cette impuissance, ces contradictions de l'ordre international, des organismes, des ONG, enfin bref, et voilà, je me suis dit, vu qu'on parlait quand même de aussi littérature, témoignages et du monde, peut-être que ça pourrait être chouette d'en lire un passage, et que je retrouve tout de suite. Hop. Donc du coup, ce texte est vraiment un texte important, je pense, aussi même pour se saisir depuis peut-être une perspective, moi, je sais pas. C'est toujours quand on parle de guerre et de géopolitique, oh mon dieu, comment comprendre, ça a l'air très compliqué, je vais regarder le dessous des cartes sur Arte ou lire Le Monde Diplo. Et ben lire un journal, ça peut être bien. Du coup. Donc le titre c'est « Nous voulons des médicaments à prendre à jeun et pas 2 heures avant de manger ». L'Organisation mondiale de la santé se débrouille pour ouvrir des couloirs humanitaires ou faire passer les médicaments. Quelle générosité. Mais quand tu entends « Il y a de la fièvre, j'ai de l'asthme, j'ai du diabète, de la tension, j'ai besoin d'un médicament » et qu'on te donne des médicaments à prendre avant ou après chaque repas, nous voulons des médicaments à prendre à jeun et pas 2 heures avant de manger. Nous ne mourrons pas seulement des bombardements, la faim et le manque de médicaments tuent aussi. Encore une forme de décalage, d'impuissance et de... Juste... Ce monde-là, il tient plus, en fait. Si quelque chose comme ça peut se passer quelque part dans le monde, c'est que il tient pas. Enfin, qu'il faut faire autre chose, quoi. Préparer la prochaine, je sais pas, la prochaine révolution. Une idée comme ça en l'air. Mais... Et il y avait aussi un autre passage sur lequel j'aurais bien aimé qu'on discute, et c'était justement cette question de la forme même que prennent les vies auxquelles ne peuvent plus prendre pendant le chaos syrien, comme ça peut être dit. Et du coup, ça c'est page ici. Tac. Donc, ce passage-là, il s'appelle « Après le sang, ils se partagent le reste ». Alors, oui, un jour, quand la guerre sera finie, ces organisations humanitaires pourront revenir. Les pays auront chacun leur part dans la reconstruction. Certains visent le pétrole, d'autres les projets de reconstruction. Des projets qu'ils se partageront au prix du sang. Ensuite, c'est une autre mort et la mer est une fosse commune. Le monde se mêle des détails de nos vies, des détails de la mort, et il en détermine les formes. Le monde se mêle des détails de nos vies, des détails de la mort, et il en détermine les formes. Le monde ne veut pas voir les gens tués par les armes chimiques, mais il veut bien voir des corps humains s'envoler sous l'impact d'un missile ou d'un obus. Il veut bien voir la faim qui rend saillants les os de nos enfants à Moadamia et dans le reste de la Syrie. Les gens fuient la mort dans des embarcations qui coulent, ils ne trouvent rien à quoi se raccrocher. Des pays ferment leurs frontières à ceux qui tentent d'échapper à une mort certaine avec leurs enfants. Ils traversent la mer sur une petite embarcation qui ne peut les sauver. La barque coule et leurs enfants avec eux sans qu'ils puissent s'accrocher à un bout de planche. C'est une autre mort et la mer devient une fosse commune semblable aux fosses communes des attaques chimiques. Des chiffres, nous ne sommes rien d'autre que des chiffres. En fait, oui, c'est ça.
c'est à ça que ça sert aussi, en fait, au-delà de la question de l'aspect encore révolutionnaire de ces textes. Est-ce que c'est une révolution culturelle, etc. En fait, ça donne accès à ce qui s'est passé, tout simplement, du point de vue de celui qui l'a vécu. Les attaques chimiques, pour ceux qui ont assisté à ça, qui ont été les secouristes, et qui n'y sont pas morts, ça a été quelque chose d'absolument insensé, quoi. C'est-à-dire que les gens ont d'abord vu mourir devant eux les gens, les gosses, et ne pouvant pas les secourir la plupart du temps. Et ils les ont photographiés, c'est ce que raconte Mejdaldik dans son propre témoignage. Et puis ensuite, ils ont attendu la réaction, la fameuse réaction promise par le fameux Obama. Et donc, on a cette vision géopolitique. Bon, Obama avait son propre agenda avec sa politique intérieure. Il avait dit qu'il aurait pu mener des guerres au Moyen-Orient, etc. Bon, et puis, il y a ce que les gens vivent, quoi. Et là, c'est terrible, parce que les gens ont dû d'abord chercher leurs morts, les enterrer, et puis ensuite reprendre la course à la survie sous les bombardements qui ont repris, avec la peur de la prochaine attaque chimique. Donc, là, donc c'est donner accès à ce temps-là, à cet espace-temps-là, que permet la lecture de ce genre de journal. Et elle a tenu ce journal que quelques mois avant son enlèvement, donc assez tôt, en fait. Elle a été enlevée en décembre 2013, et c'est donc les derniers mois de l'année 2013, mais c'est très précieux, parce que c'est là où Razan Zaitouneh s'est fait menacer par Jaïch al-Islam, et c'est là où, justement, ont eu lieu les attaques chimiques, et où on a assisté à cette espèce d'institution de l'impunité qui ne pouvait que, dans les faits, quotidiennement, et c'est ce qu'elle dit, aggraver les choses, c'est ce qu'elle dit de manière très forte. J'aime beaucoup ce journal parce qu'elle dit d'une manière très simple des choses extrêmement fortes, et elle dit: le monde donne forme à nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, le laisser-faire, le ne rien faire, n'est pas du tout une absence d'action. C'est au contraire une manière d'agir tout à fait effective et terrible sur les vies, heure par heure, en fait, des gens qui vivent la chose. C'est pour ça que pour moi, c'est très important d'aller toujours aller voir, quoi qu'on me raconte, ce que la personne a vécu et comment elle le raconte, elle, une fois qu'on a le narratif politique d'en haut. J'aimerais bien qu'on reste sur l'écriture, parce que tu parles beaucoup donc d'auteurs qui ont écrit en prison, d'auteurs qui ont écrit pendant un tas de sièges, d'auteurs qui ont écrit en tout cas pendant le cours de la guerre et encore après, ou même d'ailleurs en position d'exil. J'avais presque envie de paraphraser ton livre: à quoi bon écrire, quoi, quand on est au seuil du désastre contemporain de ce désastre-là. Et on voit, j'essaie de relever un petit peu là, à chaque fois, quand il disait aussi ce que l'écriture produisait. Parfois, ça produisait évidemment des effets subjectifs. C'est, comment dire... écrire quand le monde s'efface, c'est aussi résister au non-sens, c'est tromper la réalité, c'est sauver le réel, c'est bien sûr penser, et c'est constituer aussi une mémoire, informer, etc. C'est apprivoiser aussi les monstres que le monde a fabriqués, quoi. Et finalement, au fond, quand tu vois la position de tous ces auteurs, comment qu'est-ce qui a été l'écriture pour eux? Comment tu... Ça dépend pour chacun, hein, mais pour tous, en fait, ça a très certainement été la seule possibilité de vivre, hein. Ce dont j'analyse. Bon, pour des raisons peut-être un peu différentes. Ce sont sauf Samira, qui, elle, n'est pas une écrivaine de profession. Hein. Yassine Al-Assaleh était déjà devenu ce qu'il appelle un intellectuel de prison, enfin, qu'il avait en fait appris à écrire et à penser en prison. Et il est devenu véritablement ensuite un écrivain, un essayiste, hein, puisque c'est le genre dont il se réclame. Hein. De manière très pensée d'ailleurs. Il y a toute une réflexion sur la forme, ce que permet l'essai, ce que permet pas l'essai, etc. La question de la représentation, de l'atroce, enfin. Et puis il y a d'autres écrivains qui étaient déjà des écrivains consacrés, que j'étudie à la fin, Samar Yazbek, qui est en fait la plus connue. Elle est très traduite, elle a été éditée en France assez rapidement.
Et elle est devenue en fait connue par le témoignage, alors qu'elle était une romancière avant. Alors elle a continué d'écrire des romans, mais il y a une espèce de bifurcation dans son œuvre entre témoignage et fiction, que j'essaie de comprendre, d'analyser. Et puis il y a Khaled Khalifa qui a été aussi, qui était déjà connu, y compris d'ailleurs en France, il était déjà traduit. Il y avait ce livre, L'éloge de la haine, hein, qui évoquait justement l'enrégimentement djihadiste et les massacres de Palmyre sous Hafez, mais qui se sont mis, en fait, ces gens à s'engager dans ce soulèvement. Samar Yazbek a dû partir très vite en exil. Elle était, elle, en tant que femme alaouite, vraiment dans le collimateur, quoi. On a tenté de l'utiliser en lui faisant visiter une prison pour qu'elle en témoigne à sa manière. Enfin, il y a toute une manière aussi d'utiliser le témoin de manière perverse, hein. Donc il fallait qu'elle s'échappe à ça, elle s'est exilée, elle est revenue ensuite clandestinement par 2 fois en Syrie pour arriver quand même à témoigner, comme si le témoignage était devenu la seule manière possible de, pas seulement d'écrire, de continuer d'écrire, mais de vivre, en fait. Alors, je pense que ces gens seraient devenus fous, probablement, c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, hein, s'ils n'avaient pas pu construire quelque chose dans le langage qui soit transmissible à la fois aux Syriens et au monde. Khalifa, par exemple, lui, il est resté, c'est très remarquable, il fait partie de ceux qui ont joué, non pas tant avec l'autocensure, parce qu'en fait, de toute façon, ils publient ailleurs, ils publient au Liban, ils ne peuvent pas publier du tout en Syrie, ceux qui restent, et qui ont encore une puissance critique, quoi. Mais donc lui, il se sauve, en fait, il le dit d'ailleurs, du désespoir et du rien qui est devenu la Syrie, parce qu'il dit, en fait, ce que vivent les exilés, c'est terrible, mais ce que nous, on vit en Syrie, c'est terrible aussi, parce que la Syrie s'est vidée, en fait. On n'a plus personne à qui parler, il n'y a plus rien, quoi. Et donc, il y a un autre, alors, mais il dit quand même, moi, je ne peux pas partir de mon pays, je veux rester là, et peut-être que j'arriverai à faire autre chose si je reste là. Bon, enfin, il y a tout ce... Mais pour lui, c'est la littérature mondiale, parce qu'il sait quand même, il existe en tant qu'écrivain consacré, traduit dans le monde, et donc il y a toute cette manière aussi possible d'exister ailleurs qu'en Syrie, même si on reste en Syrie. Et le roman que j'analyse de lui, La mort est une corvée, c'est un roman très très étrange, extrêmement noir, mais d'un humour noir, extrêmement subversif, pour ceux-là même qui ont fait le soulèvement, pour ceux-là même qui étaient favorables au soulèvement et dont il faisait partie. C'est-à-dire que ça se moque, en fait, des illusions, c'est un régime de noirceur terrible, hein, dans l'ironie, qui raconte, en fait, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter en deux mots, qui raconte en fait l'espèce de road trip macabre d'une fratrie. Il y a une sœur et 2 frères qui doivent enterrer leur père dans un certain endroit qui n'est justement pas l'endroit où il habite, parce que pour des raisons de nostalgie familiale, amoureuse en même temps, il veut être enterré dans tel et tel village éloigné. Et donc la fratrie va être obligée d'enterrer le père. Il faut dire que le père, et c'est évidemment très important, était le seul de la famille qui était passé chez les insurgés, qui était allé s'installer avec sa seconde épouse dans une zone libérée, et avait donc participé, rejoint en fait les idéaux de la Révolution, alors que les enfants nous semblent des gens qui portent un peu leur vie comme des corvées, justement, ne savent pas quoi faire de leur existence. Et donc ils doivent porter ce corps du père, cette dépouille paternelle, loin et dans le pays, et évidemment c'est très compliqué parce qu'il y a des checkpoints partout, il y a des vérifications, des contrôles. Or le père était dans le collimateur, évidemment, donc ils sont inquiétés, ils ont peur tout au long, mais ils ont surtout peur d'une chose, c'est du cadavre qui est en train de se décomposer dans la voiture, parce qu'évidemment ça dure très longtemps, etc. Donc il y a une espèce d'humour macabre terrible avec cette prolifération du cadavre, et qui est complètement symbolique. Évidemment c'est le cadavre de la Révolution qui se décompose, en même temps que du pays, quoi. Mais donc on ne peut plus noir, hein. Et puis alors ils arrivent finalement quand même, mais ils l'enterrent pas vraiment là où ils voulaient. Enfin c'est raté, évidemment, tout est raté, hein. On a bien compris que de toute façon tout ratait, hein. Sauf que
le roman, lui, il n'est pas raté. Il y a une espèce d'ironie qui tient très très bien les rênes, quoi. Et il y a une énergie là-dedans saisissante. Alors, elle est gênante parce qu'en fait, il écorche, en fait, il blesse la nostalgie des révolutionnaires, mais dont il fait partie. On sent très bien que c'est une manière de se purger de cette nostalgie et d'essayer de cesser de céder à ça, quoi. Mais on est tout près. On est dans cette espèce d'extrême proximité avec le désespoir, hein. Mais un désespoir, comme Yassine El-Saleh le dit, il dit que le rapport entre l'espoir et le désespoir, c'est pas deux contraires, c'est un processus, que l'espoir et le désespoir n'arrêtent pas de se nourrir l'un l'autre, et que ce qu'il y a de plus sûr dans l'espoir, c'est le désespoir, parce que l'espoir est toujours trompeur, mais le désespoir, lui, ne trompe pas. Donc il y a toute une réflexion très forte, à mon avis, chez Yassine El-Saleh, mais on la voit très bien à l'œuvre, en fait, aussi chez les autres auteurs, dans leur manière d'écrire, justement, de toucher au plus près à ce qu'il y a de pire, et de ne pas éviter, de ne pas contourner ça, mais d'en faire quelque chose comme un lieu d'énergie, voire, même si c'est par l'ironie la plus noire, c'est une manière aussi de se retrancher, de se retirer à cette mélasse du cadavre qui se décompose, quoi, de le voir pour essayer de vivre d'autres choses que de cette nostalgie. Enfin, c'est un roman très gênant, hein, très troublant, mais c'est intéressant. Et c'est peut-être que le travail de la forme, hein, je pense ça aussi quand je vois des dessins et des peintures de Naja Al-Boukaï, qui est un des survivants du système carcéral de Bachar, hein, et qui est un de ceux dont on connaît un peu en France, hein, ça a été montré à plusieurs reprises, les dessins, l'œuvre plastique, très impressionnante, où il représente, ça va du plus réaliste, où il représente des corps aux prises avec la machine qui les torture, à des espèces de portes d'enfer, des espèces de grandes toiles, où il représente une prolifération de corps nus, qui sature complètement l'espace de l'œuvre, mais où quelque chose se joue d'une forme d'hallucination, quoi. Il y a quelque chose, un travail formel qui fait que c'est comme si, en fait, l'effort de maîtrise formelle, la souveraineté formelle, en fait, était une autre forme d'insurrection. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Il y a une autre puissance de résistance qui se met en place et qui se travaille voilà, on va retrouver quelque chose, rassembler quelque chose de ce qui a été vécu d'atroce dans les prisons. Il y a une scène qui revient continuellement, par exemple, qui est celle de ces prisonniers, de quelques prisonniers qui doivent, en fait, évacuer un corps mort dans un drap. Cette scène revient tout le temps dans son œuvre. Et c'est typiquement ça, la fameuse abjection dont je parlais tout à l'heure, mais elle est celle du cadavre désormais, quoi. Et donc il y a une manière bien sûr d'exorciser, mais plutôt de tenter de toujours réessayer de se réapproprier ce qui a été vécu, même de pire, de plus effrayant, de plus abject à ce moment-là, par la forme, quoi. Alors évidemment, on est loin des formes d'action révolutionnaire, mais on est quand même dans une puissance de résistance très forte, quoi, et qui se tient, parce que tous ces gens, si jamais il y a un changement politique, si jamais ce qui se passe en Ukraine, etc., change les donnes politiques aussi pour Bachar, parce que si la puissance russe n'est plus derrière Bachar, seule la puissance russe a sauvé Bachar en 2015. Hein, il avait perdu 70% de son territoire. Donc, bien sûr, ça peut changer. Et si les donnes changent politiques, malheureusement, je pense qu'il faudra un certain temps pour ça, tous ces gens qui font de l'art, etc., ils vont y aller, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'ils ont encore en eux une ardeur, hein, proprement révolutionnaire. On le sent très bien. Et c'est aussi ça qui est très, très bouleversant, je trouve. Moi, c'est ça, en fait, dans la rencontre avec des Syriens. Les premiers Syriens que j'ai rencontrés, moi, je connaissais pas bien cette histoire, en fait. Hein. C'est des étudiants syriens que j'ai rencontrés en 2011. L'une d'abord, et puis ensuite d'autres, hein,
quand j'étais prof à Paris 8, et en 2011, donc c'était le début du soulèvement, et elle voulait faire, je faisais un séminaire sur la violence, les mouvements sociaux, etc. Et donc il y a eu plusieurs étudiants qui sont intervenus sur un Tunisien en particulier, et puis donc à elle, je lui ai proposé de faire quelque chose, puisqu'elle était venue m'en parler sur la Syrie. Et elle voulait en fait faire un mémoire sur l'humour dans le mouvement syrien. Et en effet, il y a des formes d'humour mais génial. Faut regarder le site de Kafran Bell, rien que pour ça, c'est extraordinaire, une capacité d'autodérision, enfin, il y a une veine humoristique très spéciale et très puissante. Mais quand elle a vu le tour que prenaient les choses, très vite, et quand elle s'est rendue compte aussi qu'il y avait un humour, une culture de l'humour dans le régime, dans le discours du régime, elle a renoncé en fait à faire ce travail, mais elle a continué. On a continué à échanger beaucoup. Elle m'a donné plein de docs. Et pour moi, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, par des étudiants que j'ai rencontrés, et dont certains que j'ai rencontrés plus tard, après, dans la fac où je travaille maintenant, dont l'un avait perdu une grande partie de son cousinage, une énorme partie de sa famille. Il était originaire de Douma, justement. Donc, évidemment, ça se joue beaucoup dans des rencontres, en fait, je crois, parce qu'on voit les vies se vivre. Et moi, ce qui m'a bouleversée, c'est de voir ces gens qui auraient dû être écrabouillés, quoi, parce qu'il était d'ailleurs, en fait, mais qui gardaient en eux une espèce de vitalité, justement aussi d'humour, de joie parfois, enfin une espèce de rire. Naja Al-Boukaï, là dont je vous parlais des dessins, il est complètement lumineux, quoi. Il est rayonnant, et il a les petits plissements de yeux quand il rigole, il joue du oud, il chante génialement, il danse, enfin c'est vraiment des... Et ça, ce paradoxe-là, ce mélange-là, je trouve que c'est très... Moi, en tout cas, ça m'a énormément remué, quoi. C'est sans doute pour ça que j'ai beaucoup cherché à en savoir plus, et que j'ai essayé de faire quelque chose, quoi. Je pense que c'est bien de terminer sur ce que tu es en train d'évoquer. Merci beaucoup pour cet entretien, et puis merci encore pour ce livre qui à la fois nous permet de penser, qui nous permet aussi, enfin moi en tout cas personnellement, qui m'a fait découvrir des auteurs ou des artistes que je ne connaissais pas et que j'ai envie de lire maintenant pour continuer à réfléchir sur tout ce qu'enseigne cette révolution syrienne, cette histoire. Merci encore. Eh ben merci à vous. Merci beaucoup. beaucoup.